Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. C'est M. Djeri Tama, le président national du net. M. Djeri Tama, encore une fois, disons bonjour. Bonjour. Voilà, puisque vous n'étiez pas là quand il sonnait 7h. Alors, comment allez-vous? Non, très bien, très bien. Ah, d'accord. Avant de vous ouvrir pleinement le micro, rapidement, Courrier de la République. Dans les kiosques ce matin écrit le pouvoir en mode défiance, la CEDEAO et Macron dans la marmite de Fort. La feuille de route malmenée pour le maintien du statu quo. Fort dans sa logique de la politique de l'autruche. Élection contestée et sans réforme. Dialogue après fin du mythe de Sisyphe au Togo. Le journal écrit toujours à sa une ce matin Adam Ando Peme, où le canton oublié, tout manque simplement. Pouvoir togolais face aux réformes, le serpent qui se mord la queue quand le régime force la CEDEAO à nous imposer un gouvernement de transition. Autre parution dans les kiosques ce lundi, c'est le correcteur. Le correcteur qui écrit après les échecs retentissants de DSRP, PPT, E et SCAP, Fort toujours dans l'enfumage avec la trouvaille de PND. Entretien du premier vice-président de l'ANC, Patrick Lawson. Le journal écrit, je le cite, si les mandants de la CENI ne les arrêtent pas, le peuple va les arrêter. Fin de citation. Également, à lire toujours à la une de cette parution, simple accalmie révèle à nouveau la grande méchanceté du régime. Autre parution ce lundi dans les kiosques, c'est le libéral. D'apparents chrétiens et musulmans ensemble autour du tournoi de la Tabaski parrainé par Noël Depoken. Le journal écrit toujours à sa une ce lundi, le Togo au forum Chine-Afrique, ce que Fonya Simbe va faire concrètement en Chine. Rentrée scolaire, la fausse rumeur qui sème la confusion. La date du 24 septembre toujours maintenue. Et non 15 octobre comme les rumeurs sont en train de le ventiler. Également dans les kiosques ce lundi, Togo Matin qui écrit mise en œuvre des recommandations de la CEDEAO, la C14 a rejeté la main tendue du gouvernement, révèle Agbeyome Kodjo, écrit le journal. Autre article à découvrir toujours dans la parution de ce jour, étranger, Sénégal bien sûr, révoqué de la mairie, Khalifa Sall pourrait-il sauver son siège au Parlement? C'est une interrogation. À Pékin, prélude au FOCAC qui s'ouvre aujourd'hui, deux audiences de Faure Gnassingbé, des aspirations en développement infrastructurel du Togo. En éditorial écrit le journal, les ambitions du Togo avec le géant asiatique. En attendant une prochaine arrivée de la facilitation, Brigitte Kafi-Adjamabo Johnson demande à ses militants de rester patients. Liberté, autre quotidien privé dans les kiosques, écrit insécurité à Lomé, un Congolais meurt à la suite d'un braquage. Candidature unir aux prochaines législatives, purge et grincement de dents dans les rangs des députés carriériste. À découvrir également dans la parution de ce jour, le vice-président de l'ANC sur Pyramide FM, Patrick Lawson, parle de la feuille de route de la CEDEAO, de la CENI, des prochaines législatives. Des tricycles en guise d'ambulance, des voitures fortunaires pour les officiels. Vraiment, si vous voyez les images sur la parution de ce jour, la différence est je ne dirais, en tout cas, un très grand fossé. On donne des tricycles sous forme d'ambulance, mais il y a des fortunaires tout terrain véritablement pour les officiels. En tout cas. Autre article, réhabilitation de l'axe Noche Town par Midnight Zone, un soulagement pour les populations. Isidore Akolor succède à Carlos Ketou à la tête du patronat de la presse togolaise. Avec à la une, la photo donc des deux directeurs de publication ou bien des deux présidents, s'il faut le dire ainsi, le sortant et l'entrant, qui sont en train de faire la passation de témoins. Voilà donc ce que les différentes parutions ont donc écrit.
Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Monsieur Jerry Tama, encore une fois, bonjour. Bonjour. Alors, vous suivez l'actualité internationale de très près. La Chine a ouvert donc son 3e forum ce lundi avec 54 délégations venant de l'Afrique. Il y a l'ONU, plusieurs délégations également de l'Union africaine et sur le plan international sont présents. Il faut souligner que le chef de l'État togolais y est également au nom de notre pays, le Togo. Alors, comment trouvez-vous cette invasion africaine, cette invasion chinoise en Afrique ces dernières années? Non, mais vous savez, aujourd'hui, la Chine est devenue au Togo l'un des partenaires commerciaux clés. En plus d'être un partenaire, on ne le dit pas suffisamment, mais militaire aussi important. Au niveau du Djibouti. Non, même au Togo, par rapport à la coopération militaire, elle est très très forte. Hein. Il y a beaucoup de militaires togolais qui vont se former en Chine. Il y a un partenariat militaire qui est très fort. La Chine de repousser même à la limite les Européens. Mais oui, il y a une grande coopération sino-africaine, sino-togolaise qui est très forte. Elle est souvent profitable aux deux parties. Aujourd'hui, c'est l'un de nos partenaires. Non, parce que quand je pense sur le plan économique, nous exportons beaucoup en direction de la Chine et nous importons beaucoup en direction de la Chine. Donc, on a une balance commerciale qui est même positive en direction de la Chine. Donc, c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, une bonne partie de nos denrées alimentaires partent vers la Chine. Mais maintenant, après, c'est que, voilà, c'est la Chine est puissance économique, est puissance nucléaire, est une des 5 puissances au niveau de du Conseil de sécurité. Donc, il n'y a rien de nouveau. On a eu ce genre de relation avec la France au siècle dernier. Et maintenant, c'est avec la Chine qu'on développe. Ah oui, mais que ce soit le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Kenya, l'Éthiopie, etc. La Chine s'est fortement implantée. C'est vrai, la Chine existe également au Togo, mais 10 000 entreprises chinoises interviennent sur le sol africain l'année dernière selon des statistiques avec plus de 190 milliards de dollars de dettes. Vous ne voyez pas que finalement l'Afrique ne pourra jamais être indépendante? Non, maintenant, vous savez, la question de l'indépendance de l'Afrique dépend que des Africains. Économiquement parlant. N'oublions pas que la Chine a été sous domination de plusieurs puissances aussi au siècle dernier. Que la Chine a été même quasiment, entre guillemets, colonie japonaise, a été colonie, une partie de la Chine de toute façon, a été colonie anglaise. Et que quand on a eu nos indépendances en 1960, la Chine faisait partie des pays du tiers-monde. Et que c'est pas le travail, l'abnégation qu'aujourd'hui la Chine est quand même, tout le monde le sait, virtuellement la première puissance économique du monde. Donc voilà, c'est-à-dire que si vous ne travaillez pas, n'attendez pas que certains autres viennent travailler à votre place. Aujourd'hui, nous achetons chinois, nous consommons chinois, nous nous habillons chinois. Et il est évident que, écoutez, c'est sur l'industrie chinoise que le monde vit même d'ailleurs, parce que quand on dit non, c'est pas uniquement les Togolais, ni les Africains seuls. Les Africains seuls, les téléphones high-tech que nous utilisons, qui coûtent la peau de la tête, viennent de la Chine. Et donc voilà, c'est regrettable par rapport à nous, surtout pays sous-développés, qui étions alignés, qui étant alignés comme la Chine, dans les pays les moins avancés. Voilà, mais qu'aujourd'hui la Chine est devant. Bravo à elle. Ça peut aussi être un indice de motivation qu'on puisse imiter et imiter son exemple par l'abnégation. Moi, je suis dans un cadre purement privé. Autrefois, quand les affaires marchaient, bien entendu, je faisais beaucoup de déplacements en Chine. Et quand vous y arrivez, vous vous rendez compte que c'est vrai que la façon dont les Chinois travaillent, si nous en Afrique, au Togo, si on travaillait comme eux, sans aucun doute on serait très en avance. C'est des gens qui font une pause d'à peine 1 heure de temps entre midi et 13 heures pour rapidement manger quelque chose et continuer le travail. Ce n'est pas les 3 heures ou je sais pas combien d'heures qu'on se consacre entre 2 heures, entre midi et 14 heures, il n'y a pas de sieste chez eux. Et puis voilà, c'est-à-dire que c'est un peuple qui travaille normalement. Et je pense que nous avons beaucoup intérêt à limiter, ne serait-ce que sur ce plan-là. Après, maintenant, il y a aussi un génie qu'il faut avoir. Les Chinois, le génie. Oui, si les Chinois, rapidement, étant aussi des pays moins avancés, étant aussi un pays moins avancé, mais finalement a pris conscience de son état et puis aujourd'hui constitue une puissance économique non négligeable dans le monde entier. Mais comment peut-on expliquer le fait que les pays africains, les chefs d'État africains n'arrivent
n'arrivent toujours pas à envoyer leurs citoyens ou leurs concitoyens dans ces pays-là, se faire former dans des domaines ciblés afin de revenir après et puis accélérer le développement de leur pays? Non, en réalité, il y a beaucoup d'Africains qui vont se former en Chine. Hein. Je pense que aujourd'hui, les écoles chinoises ouvrent beaucoup leurs portes. Maintenant, après, est-ce que quand on revient dans le pays, on trouve le même contexte de travail? Est-ce qu'on trouve la même émulation? La question même, c'est l'émulation. C'est que nous sommes dans des pays où le mérite n'est pas quelque chose qui est parfois encouragé. Alors que dans ces pays-là, le mérite est encouragé. Donc cette émulation-là n'existant pas, vous allez envoyer des gens en Chine qui vont être brillants, qui vont être aussi brillants que des étudiants chinois, et qui rentrent ici et se retrouvent en queue de comme peut-être un planton. Voilà, donc c'est ça. Donc il y a aussi le contexte, la situation dans laquelle les gens qu'est-ce qui amène ces genres de comportements alors que les têtes bien faites sont là pour pouvoir booster le développement du pays, mais on les abandonne au profit des gens qui militent? Vous savez que dans nos pays, c'est d'abord le militantisme, c'est d'abord la carte du parti, c'est d'abord l'envie de plaire. Et si vous ne savez pas vous mettre en valeur, ben vous n'êtes pas valeureux. Donc c'est dans nos pays, malheureusement, c'est si vous avez quelqu'un, vous êtes quelqu'un. Et donc c'est ça. Si vous avez quelqu'un, vous êtes quelqu'un. Voilà, donc c'est ce qui fait que malheureusement on envoie des étudiants se former là-bas, mais quand ils reviennent, si le contexte ne le permet pas, le contexte de travail ne le permet pas, ben ils vont pas émerger. Parce qu'on se rend compte, moi comme je le disais, je voyageais là-bas, il y a des étudiants africains ou bien des Africains qui sont installés là-bas, qui sont vraiment très épanouis, qui travaillent bien, qui sont dans des situations qui avancent, mais bon, quand ils reviennent au Togo, c'est autre chose. C'est un peu comme l'Europe aussi, pareil. Vous avez des étudiants togolais qui, une fois arrivés là-bas, occupent même des postes importants, mais quand ils reviennent dans nos pays, c'est autre chose. Donc bon, voilà, donc la politique au plan local pour pouvoir apprécier et exploiter à bon escient ces valeurs-là n'existe pas? Non, il y a vraiment, il y a un système de valorisation des ressources humaines qui manque à réellement parler dans nos pays. C'est-à-dire que la valorisation des ressources humaines, malheureusement, soit elle n'existe pas, ou bien quand elle existe, elle est uniquement axée sur le militantisme. Est-ce que vous êtes vraiment quelqu'un qui milite dans un parti, qui milite dans le parti au pouvoir, ainsi de suite. Et ceci ne permet pas, bien entendu, l'émulation, une juste lutte entre les gens. La lutte se passe plutôt au niveau du militantisme. C'est regrettable. Mais bon, et si tel est le cas, alors là, l'émergence dont nous chantons, dont nous parlons tous les jours, ce serait une illusion, pure illusion? Ça mettra du temps. Vous voyez aujourd'hui le Rwanda, où le président Kagame, on peut l'aimer ou ne pas l'aimer, mais il fait quand même de bonnes choses. Aujourd'hui, le Rwanda est cité un exemple. Le Kenya est cité un exemple. Le Ghana, ici, est cité un exemple dans une moindre mesure. Donc oui, les systèmes de gouvernance mis en place sont tributaires en réalité de l'évolution de la société. Si vous avez un système de gouvernance qui permet une saine émulation entre les jeunes, en réalité, en ce moment-là, ces jeunes-là trouvent le contexte pour se valoriser. Et si vous avez un système où les gens n'ont pas vraiment la possibilité de se mettre en valeur, vous avez des systèmes où on a l'impression qu'on a pris tous les cancres pour mettre dans le même endroit parce que vous n'avez pas de valorisation. Et voilà, c'est regrettable. Donc, de manière très simple et en français facile, M. Djeri Tameh, ça veut dire que des militants bien formés au niveau du net, parfois sont négligés pour être à des postes de responsabilité dans certaines administrations ou bien dans une moindre mesure. Non, je veux pas le dire ainsi. C'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on trouve. Honnêtement, c'est pas encore suffisamment bien essayé. On peut le dire qu'on n'essaie pas la fonction publique puisque c'est un concours. Mais malheureusement, combien de personnes la fonction publique peut prendre? C'est que aujourd'hui, dans le secteur privé ou bien dans le secteur parapublic, il n'y a pas suffisamment ces strapontins là qui permettent aux gens de se lever. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, soit si vous voulez vous élever, il faut aller à la fonction publique. Quand vous y arrivez, parfois à l'examen vous passez, vous avez un bon niveau, mais après vous vous rendez compte que après la
la faucheuse rééquilibre les choses. Donc, il faut qu'on arrive à trouver dans notre société, au niveau des gouvernants, un système de valorisation des ressources humaines pour faire en sorte que nos pupilles, les pupilles de la nation, c'est-à-dire que ces jeunes qui sont brillants, qui soient valorisés, que ce soit eux demain. Qui sont dans les villages peut-être, ou bien qui sont éparpillés dans le monde entier. Quand on fait le bac, le premier du Togo ne vient pas forcément du premier. De Lomé, ni de la meilleure école privée. Parfois, ils viennent d'une école publique quelque part. Mais malheureusement, ces gens-là ne se retrouvent pas toujours avec la meilleure bourse, ne se retrouvent pas toujours envoyés dans la meilleure école. Parce qu'ils n'ont pas un grand quelqu'un. Parce que, je l'ai dit encore, vous n'êtes personne si vous n'avez personne. Aïe, aïe, aïe. Malheureusement, c'est comme ça, mais je pense qu'il faut améliorer. Qui peut améliorer cela? Non, c'est d'abord la gouvernance. La gouvernance, ceux qui sont au pouvoir peuvent l'améliorer en mettant en place un système de valorisation des excellences, en mettant un système de management qui permet. Celui qui va quand même vouloir aller dans cette nouvelle logique ou dynamique, est-ce qu'il ne rencontrera pas des écueils, vraiment? Maintenant, malheureusement, c'est que nous, on n'est pas encore au pouvoir pour savoir comment ça se passe. Mais c'est vrai que il est difficile dans nos sociétés quand vous n'êtes pas vous n'émargez pas dans les partis au pouvoir, ou bien que vous avez une appartenance officielle d'un parti de l'opposition. Il est extrêmement difficile d'avoir cet ascenseur social-là. C'est regrettable. Et c'est regrettable. Monsieur Djeri Tama, on vous voit ces derniers temps dans l'Est Mono. C'est, on dirait, le fief de monsieur Dimon Oré. Ça dit que c'est un terreau fertile pour vous, bien on vous a fait promesse de cette localité que vous allez gagner. Le samedi dernier, j'étais dans Glidji. Je sais. Donc vous êtes plus constamment dans l'Est Mono. Non, il n'y a pas de, moi j'ai, comment pas de fief de lieu d'origine. Moi j'ai deux origines au Togo. Je suis Djeri Tama, originaire de Sioux. Mais au même moment aussi, Djeri Tama, originaire de Lavagnon, où j'ai une maison, où j'ai des champs que je cultive. On sait bien qu'il y a une forte communauté de Doufelgou, ou bien disons, de cette préfecture dans l'Est Mono. Du coup, voilà, c'est-à-dire que j'ai choisi cette année de me renforcer politiquement dans cette préfecture, sans aucun doute avec des objectifs politiques, je ne les cache pas. Mais maintenant, après, je pense qu'il y a le code de la place. Parce que, comme vous le savez, S Mono, c'est quand même 3 sièges. Et 3 sièges, il y a vraiment de la place, que ce soit avec UNIL ou que ce soit avec M. Djimoré, il y a de la place. Et donc, je pense que cette place-là, on pourra la prendre. Mais cette place, vous pouvez la prendre? Mais bien sûr. Ça n'a pas qu'on pourra la prendre. Les signaux qui ont déjà ouverts. On va la prendre, il n'y a pas de problème. Non, je crois que, on en parlera sans aucun doute tout à l'heure. La politique, c'est d'abord le terrain. C'est d'abord la rencontre entre le politicien et la population. Et on se rend compte en permanence. Nous étions encore la semaine dernière dans plusieurs cantons. Quand vous allez dans ces milieux-là, mais les gens ne savent même pas qu'il y a quelque chose qu'on appelle la crise. Les gens ne savent même pas qu'il y a la CEDEAO qui intervient au Togo. Les gens ne savent pas qu'il y a un truc qui s'appelle la feuille de route. Quand vous leur demandez quels sont vos problèmes, quelles sont vos attentes, ils vous disent la route, ils vous disent l'eau, ils vous disent on a besoin d'un lycée, parce que nous ici, on a nos enfants, quand ils réussissent au BPC, ils sont obligés d'aller à des kilomètres avant de lycée. Ce que nous-mêmes on a vécu. Moi, j'étais assis où j'ai dû, quand j'ai mon BPC, je suis allé à Niamtougou, et donc vous vous rendez compte, parfois vous avez des parents qui font abandonner volontairement leur enfant après le BPC parce qu'il n'a pas de quoi louer la chambre qui coûte parfois 1000 francs, ou bien 500 francs. Dans les milieux ruraux. Dans les milieux ruraux, mais il n'a pas les 500 francs pour envoyer son enfant. Il n'en a pas. Il n'en a pas. Donc, oui, mais aujourd'hui, on nous parle de croissance, que vraiment la pauvreté a regretté. Alors là, vous êtes parti rencontrer ces populations. Oui. Aujourd'hui, la situation s'est considérablement améliorée pour eux? Non, du tout. Et puis, de toute façon, les indicateurs sont clairs. Nous, aujourd'hui, et ça, c'est les indicateurs officiels qui le disent, nous avons un taux de pauvreté de 55%. Donc, on n'a pas beaucoup reculé. On a quitté 62% avec l'arrivée de Fort à 55%. Donc, on a toujours plus d'un Togolais sur 2 qui vit avec au-dessus du seuil de la pauvreté. Donc, les indicateurs, et je pense que le président de la République même l'a indiqué lors de son intervention sur Jeune Afrique en décembre 2017, la pauvreté ne recule pas assez.
C'est-à-dire qu'on met beaucoup d'argent, enfin sur papier, puisque... oui, tout est fait sur papier. On investit beaucoup d'argent, mais la pauvreté ne recule pas. Et ça, c'est... Quand vous allez à ces endroits-là, c'est là où vous la touchez du doigt. C'est-à-dire que quand, par exemple, un parent vous dit qu'il ne peut pas envoyer son enfant au lycée parce que il n'a pas de quoi le payer, l'écolage, et l'envoyer... le louer une chambre. Peut-être avant, si c'est 18 000 francs, on ne sait jamais. C'est difficile. Bon, voilà. Donc, c'est autant de problèmes qui touchent le quotidien des gens et qui touchent le vécu des gens. Quand vous avez des gens qui vous disent, bah, écoutez, nous, dans notre village, on n'a que 2 forages. Et que, honnêtement, on est obligé... Et ils boivent alors quelle eau? Ben, ils boivent l'eau de la rivière quand c'est en saison pluvieuse, et puis en saison sèche, tout le monde fait la queue. Et donc, la corvée de l'eau occupe tellement les gens que ben, finalement les jeunes filles sont obligées d'abandonner l'école parce que les enfants passent beaucoup de temps à aller faire la corvée de l'eau. Donc c'est des réalités qui sont des réalités. Pour nous, c'est ça qui nous parle le plus. Mais Monsieur Jerry Tama, ce que vous dites là, vous êtes parti constater cela sur le terrain, ou bien c'est les faits que vous avez vécu dans le temps? Non, on vous parle de faits réels. Par exemple, nous étions avec Pessi, l'un des problèmes, le gros problème que Pessi a, par exemple, qui est dans l'Est Mono, c'est le problème de l'eau. Parce que ben ils ont pas de l'eau potable, ils en ont pas en quantité suffisante, et donc au 21e siècle. Ben c'est pas le seul village. Nous avons un taux de couverture de la régie qui est à l'intérieur du pays de moins de 50%. Même dans certains milieux, ça descend à 20 ou 15%. Donc vous le savez. Donc du coup, c'est des problèmes qui sont des problèmes de terrain. C'est-à-dire que c'est au-delà des problèmes politiques qui sont importants. Oui. Il y a des problèmes sur ce que nous appelons les services sociaux de base qui sont importants et qui normalement aussi doivent faire l'œuvre de nos plateformes. C'est-à-dire que l'ensemble de nos plateformes ne passent pas leur temps uniquement à dire fort dégage. Bon, enfin, s'il part, personne ne le regrettera. Mais ça ne doit pas se résumer à ça. Parce que dire fort dégage, si on n'a pas les moyens de le faire partir, ça ne changera pas. Mais si nous pouvons faire du lobby pour, par exemple, les députés qui sont élus dans ces endroits-là, s'ils peuvent faire du lobby vis-à-vis même de l'hydraulique villageoise, vis-à-vis des ONG, en disant, écoutez, moi j'ai un village qui a 20 000, 30 000, 40 000 âmes, et que nous n'avons pas d'eau, mais si vous pouvez venir nous mettre un forage, si vous pouvez venir nous mettre... Parfois même, c'est même pas une question de forage. Mais le député vous dira que ce ne sont pas là ses prérogatives. Je dis du lobby. Ah oui, du lobby. C'est-à-dire que c'est pas une question de... Il plaide en faveur de la population. En faveur de la population. Ce que les gens nous disent quand on va à ces endroits, on dit oui, mais nous, on a voté des gens, ils ont une fois, le soir même, on proclame le résultat, il disparaît. Il disparaît, on ne le voit pas. Et c'est parti pour la prochaine élection. Et puis après, il reviendra encore. Bon, donc c'est ça, c'est ce que nous déplorons aujourd'hui, c'est cette politique de terrain-là qui manque. Oui, mais à votre entendement, disons, selon vous, quand vous êtes allé sur le terrain, est-ce que ce sont des populations à qui, si peut-être on leur glisse un petit 2000 ou bien 2 petits billets de 500 francs, ils peuvent facilement succomber à cette tentation d'être corrompu? Ça dépend des milieux, je vais vous dire. Nous étions à Glidji le week-end dernier. Oui, ça c'est dans les lacs. Voilà, les gens sont plus aware, c'est-à-dire que les gens sont plus informés. Autant dans Est-Mono, Haro, Amou, personne ne nous a posé des questions sur la C14, sur la CENI, et ainsi de suite. Personne, dites-vous? Ouais, quasiment personne. Pour les questions que les gens posent, c'est vraiment le vécu quotidien. Le vécu quotidien. Vous avez leurs besoins dans leur milieu. Voilà, c'est ça. C'est ce qui les intéresse. Autant, par exemple, à Glidji, beaucoup de questions tournaient autour de la CENI, autour de la C14, autour de la feuille de route. Parce que c'est des endroits où les gens sont plus informés. Et c'est des endroits où il y a beaucoup plus de difficultés à partir de l'information. Parce qu'il y a les médias, peut-être même l'émission qu'on est en train de faire. Ça passe là-bas. Donc, c'est des endroits où c'est difficile pour un candidat de venir distribuer 1000 francs, 2000 francs pour passer. Alors que dans les autres endroits qui sont reculés, où les gens ne comprennent pas, où la misère est plus importante, je vous dis une chose, moi, qui m'a quasiment amené les larmes aux yeux. J'ai rencontré des jeunes enseignants volontaires. Dans les enseignants volontaires, c'est ceux qui enseignent dans les écoles primaires publiques ou par la cotisation. Mais il y a des enseignants volontaires dans, par exemple, Est-Mono, qui sont payés 5 000 francs tous les 3 mois.
5 000 francs tous les 3 mois. Parce que c'est ce que les parents cotisent 100 francs par mois. Et donc, c'est ce que les parents arrivent. Donc, vous imaginez, ça, c'est des réalités de terrain. Donc, vous imaginez... Les parents cotisent 100 francs par mois pour rassembler 5 000 francs et l'enseignant volontaire chaque trimestre. Voilà, dans l'école, ça fait partie des doléances que les gens nous disent. Ils nous disent dans l'école, écoutez, dans une école sur 19 enseignants, vous avez 3 enseignants qui sont publics, c'est-à-dire qui sont pris encore à charge par l'État. Le reste, c'est des enseignants volontaires. Donc, oui, alors, M. Jerry Tama, il y a un gouvernement, ou bien les gouvernements se succèdent et disent toujours que, oui, le chef de l'État fait ci, nous promouvons tout, nous faisons ceci ou cela. Dis-leur, ou bien c'est la réalité? Non, mais maintenant... Au regard de ce que vous racontez, c'est comme si c'était de la science-fiction. Ce que je dis, oui. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire, il faut pouvoir... Chaque fois que nous allons à ces endroits, on leur dit, faites-nous les statistiques. C'est-à-dire que, donnez-nous, par exemple, quand on va dans un établissement, on nous dit, on a sur 19 enseignants, 3 enseignants uniquement qui sont payés par l'État. On dit, bah, écoutez, donne-nous. Pourquoi qu'on essaie de faire du lobby? Parce que quelqu'un qui gagne 5 000 francs tous les 3 mois, excusez-moi du peu, il ne peut pas être motivé pour donner un bon enseignement aux élèves. Il ne peut pas bien encadrer les enfants. Parce que la plupart du temps, les jeunes qui sont contraints à être dans cette situation, c'est qui? C'est les jeunes qui sont venus à Lomé, ils ont pris leur cours, ils ont eu leur diplôme. Ils ont essayé peut-être 2, 3 ou 4 ans à Lomé, ça ne donne rien. Ils rentrent au village, au moins ils savent qu'ils dorment dans la maison familiale. Et comme ils ne veulent pas désapprendre, comme ils ne veulent pas désapprendre, donc au fait, ils enseignent à l'école juste pour ne pas désapprendre. Et donc c'est des situations qui sont des situations tragiques sur lesquelles nous devons pouvoir, nous qui ne sommes pas encore au pouvoir... Et le gouvernement n'est pas du tout informé de cette situation? Je ne saurais vous dire. Nous pensons qu'il y a un travail que nous voulons faire en direction d'abord du ministère de l'Enseignement pour voir si est-ce que c'est une insuffisance de ressources ou bien alors c'est... Qu'est-ce que M. Jerry Tama et son parti politique, le NET, propose à ces populations rencontrées quand on vous pose ces genres de questions? Alors, vous allez nous répondre tout de suite, mais on sert d'abord les annonceurs. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi, de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Retour en studio avec notre invité, M. Jerry Tama, le président national du NET. Alors, M. Jerry Tama, quand les populations vous présentent toute cette litanie, ou disons cette panoplie, ce chapelet de besoins, qu'est-ce que vous leur promettez? Non, nous nous engageons toujours à être véridiques. Vous savez, une route au Togo, c'est 1 milliard le kilomètre. Un établissement scolaire, c'est autour de entre 50 millions, 300 millions. Autant de sommes que nous n'avons pas. Donc nous ne leur disons pas, écoutez, si vous votez pour nous éventuellement demain, nous pourrons vous faire ce travail. Nous disons, ce que nous pouvons faire, c'est du lobby. Du lobby d'abord vis-à-vis des pouvoirs publics. Parce que justement, je prends l'exemple par exemple de lycée. C'est de dire, écoutez, allez voir le ministre, par exemple, de l'enseignement public pour lui dire, de l'enseignement primaire, par exemple, ou secondaire, pour lui dire, vous avez tel village qui sort toutes les années 200, 300 jeunes du BPC, et les 200, 300 jeunes sont obligés d'aller dans un village à 200. Dans une autre contrée, donc il est même abandonné. Donc s'ils n'ont pas les moyens, de leur construire un établissement. Ça, c'est du lobbying. Et je pense que le gouvernement, il utilise l'argent du pays, c'est pas l'argent de X ou Y. Donc, c'est l'argent du contribuable togolais. Et puis, il y a aussi un second lobby qui va en direction des ONG, de toutes ces structures-là qui existent. Et donc, c'est ce que nous essayons de faire. Et c'est un travail que nous faisons depuis 6 ans. Parfois, ça marche, parfois, ça marche pas. Mais nous ne faisons jamais de fausses promesses parce que, encore une fois, il faut le dire aux fidèles auditeurs que l'homme politique n'a pas vocation à se substituer à la force publique. C'est-à-dire que l'homme politique n'a pas vocation à construire des routes, à construire des écoles. D'abord, même il aurait même les moyens de le faire, qu'il lui faudrait des autorisations avant de le faire. On ne peut pas se lever pour aller construire mais vous faites miroiter ces genres de choses le plus souvent aux populations, parfois naïves. Nous, à notre niveau... C'est pas en termes péjoratifs. Nous, à notre niveau, nous ne le faisons jamais. Nous leur disons, nous n'avons pas les moyens immédiats. Nous pouvons éventuellement accompagner les parents d'élèves pour aider à payer. Et vous pensez que ce faisant, est-ce que les populations seront très confiantes en vous, espérant que vous allez pouvoir leur faire justement parce que nous nous inscrivons dans la durée.
Si on leur dit, écoutez, on va vous voter pour nous, on va vous construire des écoles, et que les gens votent réellement pour vous, et que vous leur votez pas, et vous leur construisez pas d'école, vous décrédibilisez. C'est pour ça que le parti au pouvoir, par exemple, change toutes les 5 ans les députés, quasiment, dans beaucoup de localités. Parce que c'est bien, vous venez, vous faites des promesses, vous n'êtes pas en mesure de les tenir, et puis 5 ans plus tard, on amène un autre qui fait des promesses qui ne sont pas en mesure de les tenir. En tant que parti de l'opposition, nous n'avons pas cette capacité, parce que nous, c'est un engagement dans la durée, et donc nous préférons dire la vérité. Et je peux vous dire que ça marche. Alors, au regard de tout ça, M. Jerry Tama, est-ce que c'est l'élection législative ou bien les élections législatives qui doivent constituer la priorité aujourd'hui? Non, les locales. Oui, les élections les plus importantes au Togo, c'est les locales. Mais vous ne le dites pas. Non, vous savez. Vous êtes à la CENI alors. Vous savez, nous le disons tellement que je pense que je vais faire un t-shirt sur lequel je vais écrire « Nous exigeons des locales » et je me promène partout. Parce que nous avons écrit, avant le 31, nous avons écrit un courrier à la CEDEAO pour leur dire « N'oubliez pas dans votre feuille de route, n'oubliez pas les locales. » Et que c'est une élection qui est la plus importante, c'est les locales. En 2012, nous avions déjà écrit en disant de combiner les élections législatives et locales. Mais comme vous le savez, dans ce pays, il y a des gens qui ont des voix plus autorisées que d'autres quand nos cris ne sont pas relayés et ne sont pas entendus. Sinon, aujourd'hui, s'il y a une élection qui est la plus importante... Tel est le cas, ne voyez-vous pas qu'il y a un petit paradoxe, étant donné que vous préconisez les élections locales, mais au même moment, votre représentant, disons, vous êtes à la CENI pour préparer les législatives. Il n'y a pas de paradoxe? Non, au départ, avant le 31 juillet, les scénarios sur lesquels fonctionnait la CENI, c'était d'abord les élections locales, et ensuite les élections législatives. C'est sur ce scénario-là que la CENI fonctionnait. Je peux vous le dire, c'est-à-dire que les scénarios sur lesquels la CENI fonctionnait, c'était pour les différents chronogrammes qui étaient mis en place, c'était d'abord les élections locales et ensuite les élections législatives. Après, il y a eu bien entendu, comme vous le savez, la suspension des travaux de la CENI, avant que la feuille de route ne vienne nous mettre de façon contraignante le 20 décembre comme élection législative. Encore une fois, entre discussions, on suppose que discussion entre les différents protagonistes, nous n'étions pas protagonistes au dialogue, donc avant qu'on ne vienne nous fixer le 20 décembre comme élection législative obligatoire. Sinon, au départ, les scénarios sur lesquels on travaillait, c'était élection locale d'abord et législative après. Oui, maintenant, vous l'avez si bien dit, ce qui doit venir en priorité, en premier lieu, ça doit être les élections locales. Oui. Alors, pourquoi demandez-vous cela? Non, parce que vous savez, si vous voulez impulser un vrai développement endogène, c'est pas le développement des collectivités locales. Aujourd'hui, tout vient de l'État. Et donc, les populations vivent dans une sorte d'assistanat. On vient faire les choses à leur place. Tout vient du pouvoir central. Du pouvoir central. Donc, en réalité, même s'il faut qu'on rentre dans les détails, il faut parler de déconcentration et de décentralisation. Les deux vont de pair. Il faut déconcentrer les pouvoirs de l'État et la décentralisation, conférer des pouvoirs aux collectivités territoriales. Et si on fait les deux, en ce moment-là, le développement endogène va être une réalité. Et en ce moment, on n'attendra pas qu'un ministère intervienne quand il y a le toit d'une école, quand on veut construire un bâtiment, le conseil municipal peut décider même de construire une école. Le conseil municipal. Ce faisant, est-ce que les populations n'auront pas les informations en temps et en heure? Mais c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut, bien sûr. Ah oui, mais peut-être si les populations du Togo profond n'ont pas l'information, ça arrange une partie ou bien je ne sais pas. Mais c'est pour ça que quand vous nous demandez, vous nous dites à M. Jerry Tama, vous êtes tout le temps sur le terrain, mais nous voulons combler cette lacune-là. Il faut apporter l'information. Sur le terrain, ce que nous faisons, c'est informer, éduquer, sensibiliser. Oui, mais quand même, c'est une pré-campagne. Puisque vous avez dit, vous êtes acteur politique, oui? Oui, non. De toute façon, un parti politique est en pré-campagne systématiquement. Au lendemain des élections, tous les partis politiques entrent en politique avec une campagne. C'est le but ultime d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. Et donc, un parti politique est systématiquement en pré-campagne et en campagne quand la campagne... Une pré-campagne pour la députation.
Et non pour les locales. Une pré-campagne pour les élections qui se présenteront. Pour les élections qui se présenteront, bien pour la députation. Aujourd'hui, il y a une date butoir le 20 décembre pour les élections législatives. Si on avait la main, comme on le dit, nous aurions souhaité qu'on fasse les élections locales avant les élections législatives. Mais comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas protagonistes du dialogue. Nous n'avons pas la main. On a considéré que nous n'étions pas suffisamment bons pour participer au dialogue. Monsieur Donc aujourd'hui, nous subissons. Vous avez sorti une lettre ouverte aux parlementaires unis comme opposition parlementaire et vous disiez si les réformes ne sont pas faites avant les législatives, il serait difficile au peuple de pardonner cela. Oui, vous savez, les réformes, on peut dire on a trois, sur la feuille de route, on a trois catégories de recommandations. On a les recommandations pour, bien entendu, l'élection législative du 20 décembre, avec tout son corollaire. On a comme deuxième élément les réformes constitutionnelles, limitation de mandat, élection à 2 tours, recomposition de la Cour constitutionnelle, renforcement du processus électoral par une participation inclusive des acteurs. Et puis on a tout ce qui est mesures d'accompagnement et d'apaisement. Et aujourd'hui, on se rend compte que tout le monde, on va dire, il y a la CENI, avec le gouvernement qui travaille, puisque c'est ça, l'article 37 demande à la conférence des chefs d'État au niveau de l'article 37, demande au gouvernement togolais de faire un fichier électoral, de constituer un nouveau fichier électoral en vue des élections le 20 décembre. Ok. Maintenant, l'article 38, les éléments de l'article 38, depuis là, ne sont pas pris en compte. Est-ce que nécessairement, on a besoin d'aller aux élections le 20 décembre si les conditions ne sont pas réunies? Mais écoutez, c'est ce que je dis. Encore une fois, ce n'est pas, la décision ne nous revient pas, puisque nous, on a considéré que nous n'étions pas suffisamment bons pour être au niveau du dialogue. Si aujourd'hui, la CEDEAO considère que les conditions ne sont pas réunies, ou alors, disons-le. Oui, est-ce que c'est la CEDEAO qui doit constater cela ou bien vous, acteurs politiques togolais? Non, mais parce que les acteurs politiques togolais sont allés donner un quitus à la CEDEAO pour décider à la place des Togolais. C'est pas nous. Nous, en réalité, vous savez, quand cette crise a commencé, nous avons été convoqués par le Premier ministre à la primature et nous avions dit à l'époque que nous pensions que les Togolais étaient suffisamment matures pour régler leurs problèmes entre nous. Certaines personnes disent que même le Premier ministre n'a pas vocation à pouvoir discuter de ce problème, puisqu'il était qu'il était une partie du problème. Donc en réalité aujourd'hui c'est parce que c'est nous-mêmes qui nous sommes transportés, comme on dit en Afrique, pour amener chez le diable qui nous dit écoutez, faites les élections le 20. Maintenant si hypothèse numéro 1, la classe politique togolaise peut s'entendre pour dire non, nous pensons que le 20 c'est pas bon, tant mieux. Mais comment faire pour dire que c'est pas bon? Il faut pouvoir se discuter maintenant, ensemble. Honnête, est-ce que le 20 décembre s'y est? Le net? Pour le net, oui. S'il faut aller aux élections le 20 décembre, à partir du 31 juillet, nous avions largement le temps pour organiser les élections jusqu'au 20 décembre, y aller, il n'y a pas de problème. Maintenant, la question, c'est qu'il faut une participation inclusive. Aujourd'hui, la CENI est en train de dérouler un chronogramme qui n'est pas mauvais. La seule chose qu'on peut reprocher au chronogramme de la CENI, c'est juste qu'il y a certaines personnes qui n'y sont pas. Parce que ce chronogramme, c'est le chronogramme qu'on a fait toutes les années. Oui, alors, M. Djeritama, la CENI actuelle est totalement indépendante? Elle fonctionne. Puisque vous y êtes. Oui, bien sûr, elle fonctionne. C'est les plénières. Et puis, il y a une chose qu'on doit pouvoir dire aux Togolais. Normalement, les séances plénières de la CENI sont accessibles au public. C'est ce que dit le code électoral. Et donc, vous pensez que, tel que les soldats bouclent la zone, ils permettront que les citoyens puissent y aller? L'Assemblée nationale, les plénières doivent être ouvertes grandement au public. Mais est-ce que les soldats permettent que les populations y viennent? Même l'Assemblée nationale, il y a des gens qui vont sur les plénières de l'Assemblée nationale. Si, même moi, je ne veux pas... D'accord. Je ne veux même pas faire ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la CENI fonctionne suivant son propre chronogramme pour pouvoir organiser les élections le 20 décembre. Vous avez dit dans votre lettre ouverte, interpellant les parlementaires à initier une proposition de loi. D'accord. Hypothèse numéro 1, une proposition de loi. Hypothèse numéro 2, projet de loi. Par le gouvernement. Bien sûr. Alors, et tout ça pour opérer les réformes. Mais constitutionnelles. Oui, si les réformes ne sont pas faites avant les élections, ce serait difficile. Il serait aberrant qu'on aille aux élections. Il serait aberrant qu'on aille aux élections du 20
sans avoir épuré, ou bien non, c'est même pas apuré le contentieux constitutionnel sur lequel la CEDEAO nous a mis, bien entendu, dans les rails. Alors, là où vont les choses, est-ce que les réformes seront faites avant les élections? Mais écoutez, vous préparez les élections d'il y a la CENI. Vous savez, il faut à peine pas plus de 2 heures à l'Assemblée nationale. Si les et ce problème sera réglé? Mais bien sûr. Mais le vote... Oui, mais et si les réformes ne sont pas faites, est-ce que le net sera candidat aux élections législatives? Encore une fois, il faut que vous compreniez que nous, aujourd'hui, là où nous sommes comme un passager dans un véhicule. Et vous dites aux passagers, ben, si la personne, si le bus ne paie pas au péage, est-ce que vous arrivez à Lomé? Ben, vous êtes déjà dans le véhicule. Oui, bien sûr. Vous irez. Nous sommes dans un véhicule. Oui, mais donc là, votre parti accompagne le parti au pouvoir? Non, on n'accompagne pas le parti au pouvoir. Si aujourd'hui, vous me montrez sur papier que la CENI, dans laquelle nous sommes, est en porte-à-faux par rapport aux recommandations de la CEDEAO, puisque le 8 août dernier, le secrétaire exécutif de la CEDEAO, de la commission de la CEDEAO, était ici et a dit « Nous voulons organiser les élections le 20 décembre puisque ça fait partie des recommandations de la CEDEAO. » Mais du moment où nous nous sommes pris pour aller demander à la CEDEAO de nous donner des recommandations et qu'on a donné ces recommandations, aujourd'hui nous sommes dans un train dans lequel vous n'allez pas nous demander, ben écoutez, est-ce que vous descendez à chaque fois où il y a un arrêt? Parce que nous sommes dans ce train-là. Vous êtes déjà dans le train? Bien sûr. Et cap sur les élections? Mais moi, ce qui me gênerait, c'est qu'aujourd'hui on nous dise non, il faut rien faire, et qu'en novembre, ceux qui sont en train de dire, ah oui, la CEI n'est pas dans son bon droit, que en novembre bien en octobre, ici, on nous dise oui, finalement, on va participer aux élections. Et là, oui, c'est vrai qu'on aura un souci. C'est vrai que vous aurez un souci. Alors, est-ce que le net envisage une quelconque démission de son représentant à la CENI afin que la CENI devienne totalement inclusive? Non, écoutez, il y a 2 choses qu'il faut savoir. Alors, Didier a une question à vous poser. Okay. Didier, vous êtes en ligne. Bonjour. Oui, monsieur Djeritama, bonjour. Bonjour. Je voudrais que vous me répondiez sincèrement, vous ne fouillez pas la question. Bon, à chaque élection au Togo, il y a eu des recommandations des observateurs de l'Union européenne, de tous les observateurs concernant le découpage, les anomalies à corriger. Est-ce que ces anomalies ont été déjà corrigées, principalement les découpages? Merci. Il va vous répondre. Oui, merci. Et nous allons prendre le second intervenant qui est en ligne avec nous, Monsieur Pelé. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. Bon, la première question que je voudrais poser, c'est, elle a déjà répondu pour est-ce qu'il ira aux élections sans les réformes? Bon, je pense qu'il a pris le train, il ira. Bon, il ne descendra pas du train. Non, il ira. Bon, il est de l'opposition, il se réclame de l'opposition. Aujourd'hui, à la télé, il y a M. Régis qui se réclame de l'opposition. Il y a M. CDR qui se réclame de l'opposition. Il y a M. Obi qui se réclame de l'opposition. Est-ce que à la télé là-bas, est-ce que vous travaillez en tant qu'opposition, vous travaillez ensemble en communion en tant qu'opposition? C'est-à-dire vous nous rassemblez pour communier que vous êtes de l'opposition. Est-ce que vous travaillez au sein de l'opposition? Ce que vous dites, est-ce que la coalition vient, vous pouvez travailler ensemble? Merci. Pelé pour la question. Monsieur Jacques, bonjour. Bonjour, Joachim. Oui, nous vous écoutons. Bonjour, monsieur Djeritama. Bonjour. Bon, c'est vrai, le bus a démarré et vous êtes dans le bus et vous êtes à la CENI. Je veux savoir si ce que vous êtes en train de faire, le tour là, c'est une campagne que vous êtes en train de faire. Le tour dans les villages, etc. Oui, partout il passe. Est-ce que c'est une campagne pour aller aux élections? Parce que il dit que le bus a démarré et il est dans le bus. Or, au Togo, il y a 2 sortes d'opposition, à ce que je crois. Merci. Merci, bien noté. Et voilà, on commence par le dernier intervenant. Vous êtes en campagne électorale? Non, la campagne électorale est toujours ouverte 2 semaines avant le scrutin. Donc, on ne peut pas être en campagne. Donc là, c'est une pré-campagne. Nous ne sommes pas en pré-campagne, nous sommes en tournée de sensibilisation et d'information. Et ce que normalement tout parti politique doit faire à l'endroit de ses militants et sympathisants de façon permanente. Venir le faire, vous le faites aussi? Non, c'est au Togo uniquement. Peut-être c'est l'absence de ressources. En tout cas, l'ANC aussi hier était dans le veau. Ben, bien sûr. Donc du coup, moi ce qui m'a mis, c'est que quand c'est le net qui va quelque part, on dit le net est en campagne. Mais quand d'autres personnes parties de la C14 sont sur le terrain, on dit tournée de sensibilisation. Donc en fonction du mouton ou bien de la physionomie du mouton, il est chèvre ou bien mouton. Bon, c'est pas bien grave. Maintenant, à la CENI, oui, il y a le PDR
qui se réclament de l'opposition. L'UFC se réclamant de l'opposition, le net tout comme l'OBU. Est-ce que vous vous concertez entre vous quatre et travaillez au nom de l'opposition ou bien vous êtes totalement envahi par la déferlante? Il faut expliquer aux gens que la CENI a un règlement intérieur. Et quand le commissaire va prêter serment, il prête serment pour travailler par rapport au règlement intérieur de la CENI. Même si nos CENI sont essentiellement politiques, normalement, le commissaire, une fois qu'il a prêté serment, doit travailler dans l'intérêt de la CENI qui est une institution indépendante. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Normalement, la CENI étant une institution indépendante, une fois que le commissaire a prêté serment, il doit travailler au nom de l'intérêt de la CENI. C'est comme, les députés élus, une fois élus, bien sûr, de mandat impératif. Donc ça, il faut que les gens comprennent. Les gens ne se réunissent pas par famille politique ou quoi que ce soit. Et ce que l'article 12 du code électoral dit, on dit 3 représentants des partis extra-parlementaires. Donc, les 3 représentants des partis extra-parlementaires, une fois qu'ils rentrent à la CENI, ils sont des commissaires de la CENI. Leur Bible, c'est le règlement intérieur de la CENI et doit faire en sorte que tout ce qui est dit, même si cela n'acquiert pas votre assentiment, votre approbation, vous acquiescez et puis on y va. Non, au fait, qui dit quoi? C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des plénières et les plénières normalement sont accessibles. C'est-à-dire que si... Est-ce que vous pesez quand même dans la balance, vous 3 ou bien disons les 4? Mais écoutez, les CENI depuis 2007 à 2013, ou dans ceux qui considèrent aujourd'hui qu'on n'a pas notre place là, ils pesaient ou ils pesaient pas. Quels ont été les résultats de ces CENI là? On a eu des gens, des partis politiques qui ont participé à toutes les CENI de 2007 jusqu'en 2015 et ces partis là ne se sont jamais retrouvés à l'Assemblée nationale. Et si ça n'a rien donné, pensez-vous qu'on doit continuer toujours ainsi? Ce que nous disons, c'est qu'au fait, il ne faut pas... Quand on critique, nous par exemple, vous savez, au niveau de la composition de la CENI, nous critiquons la composition de la CENI là. Nous, le 4 février dernier, la proposition que nous avons faite de composition de la CENI, c'est pas celle-là. Mais donc, comme je le dis encore une fois, on est embarqué dans un véhicule, on n'a pas la clé. Les gens qui sont à la clé, c'est les gens qui sont allés s'asseoir, discuter en disant qu'ils étaient les seules personnes qui étaient habilitées à discuter avec la CEDEAO. Et c'est eux qui ont la clé. Et nous sommes aujourd'hui dans une barque, dans un bus, que eux ils ont démarré et puis aujourd'hui nous sommes dedans. Le découpage? Nous avons fait une proposition de découpage. Je vais vous dire une chose. Très rapidement. Au deuxième jour des discussions qui sont passées sous l'égide de Nana Akufo, quand il y avait des blocages sur cette histoire de départ de Faure Gnassingbé ou pas, nous n'étions pas dans la salle, mais nous avons toujours les minutes des discussions. Le président Nana Akufo a dit, écoutez, comme on n'arrive pas à s'entendre sur les questions de réforme constitutionnelle, mettons-les de côté et abordons les autres questions. Mais les autres ont dit non, nos amis ont dit non, les questions, c'est-à-dire, et vous étiez ici quand vous avez entendu des gens vous dire que toute élection... Donc, voilà, aujourd'hui, le découpage n'est pas correct, mais vous y allez. Toute élection qui se ferait avec M. Faure Gnassingbé au pouvoir serait une élection frauduleuse. Alors, M. Jerry Tama, nous sommes à la fin de l'émission, mais cette question, très rapidement, vous allez pouvoir placer quelques secondes. On est en train de dire que M. Jerry Tama lutte aujourd'hui avec Obu à être chef de file de l'opposition à l'Assemblée prochaine en priant que l'opposition, la coalition, refuse d'aller à l'élection. Écoutez, si des gens décident de ne pas y aller et que je me retrouve demain chef de file de l'opposition, je prends. Pourquoi? Est-ce que vous pensez que je vais dire non? Si demain je me retrouve à avoir le plus grand nombre de députés, je prends. Donc vous luttez à être chef de file de l'opposition? Non, je ne lutte pas pour ça. Merci, monsieur Jerry. Je lutte pour les idéaux de mon parti. Mais si demain je me retrouve à avoir le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale, vous pensez que je vais laisser, je vais prendre? Merci, monsieur Jerry Tama. C'est moi qui vous remercie. C'est fini pour aujourd'hui. Merci, messieurs et dames, pour tout ce que vous avez reçu chez vous. C'est fini pour l'émission. Tout à l'heure, Jacob Ahama va vous retrouver pour le journal animé à 9h. Excellente journée et pourquoi pas bon mois et bonne semaine à toutes et à tous.